Après l'élimination la semaine dernière qui a été dure à digérer peut-être pour certains, on va un peu changer les idées. On va parler de l'effectif du PSG, on va procéder à une restructuration en voyant simplement ce qu'on peut améliorer au niveau des recrues, au niveau de l'effectif déjà en place, qui faire venir, qui faire partir. Et on va voir ça tout de suite. Ce sera dans l'idée comme un mercato idéal. On va essayer de faire quelque chose de quand même cohérent. On va surtout parler en termes de profil, des joueurs à garder, à prêter, à transférer, à acheter. Voilà, donc on espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à nous dire en commentaire vos avis, vos suggestions sur les joueurs qui doivent partir, qui doivent rester et qu'on doit ramener au sein de l'équipe. Donc voilà. Et comme l'a dit Lino, likez, abonnez-vous et tout de suite on se retrouve après l'intro. Et on va vous parler en premier des joueurs qu'on souhaiterait faire partir en prêt. Pour la plupart, comme vous pouvez le voir ici, on parle uniquement de jeunes joueurs, simplement parce que les autres, vaut mieux vendre, quitte à vendre au rabais. Et là, pour le coup, c'est vraiment, comme vous voyez, en prêt des joueurs pour qui il y a vraiment une nécessité à prêter, c'est-à-dire des joueurs qu'on croit en eux au PSG, en tout cas qui ont le potentiel pour qu'on croit en eux, voilà, mais qui ont besoin de temps de jeu. Soit pour devenir joueur du PSG à part entière, donc rentrer dans une rotation ou devenir titulaire, soit pour apporter des liquidités. Voilà, comme ça a pu être fait par exemple avec Bichabou, qui a apporté 20 millions au club. Grosso modo, ce serait à peu près la même chose. On a des joueurs comme Mayoulou, comme Gadou, qui sont des top prospects, qui eux peuvent potentiellement intégrer l'équipe à l'avenir. Naga aussi. Mais pour Ousni, Garbi, Lemina ou Vimoj Muntu, peut-être que ce sera plus des joueurs sur lesquels on pourra au moins récupérer de l'argent. Que dire? Là, maintenant, on passe au départ. On a parlé des prêts tout à l'heure, voilà, les joueurs qui on pouvait faire confiance. Mais là, c'est les départs. Les joueurs qui, comme on peut le voir, partent par rapport à leur situation contractuelle. Donc ça, c'est les joueurs en rouge, notamment. Donc ceux qui sont en fin de contrat, là, en juin 2024. C'est ça. Bleu, c'est ceux qui étaient prêtés. Et blanc, c'est les joueurs qui sont déjà au club, mais c'est des joueurs qu'on souhaite voir partir. On va vous expliquer tout de suite pourquoi. On commence logiquement avec les fins de contrat, que ce soit Navas, Rico ou même Kurzawa, c'est plutôt logique. Oui, aujourd'hui, Rico, on ne connaît pas encore. Si jamais il restera sûrement pas numéro 2, il sera sûrement derrière Tenas. Le Tellier, pas sûr que ce soit nécessaire de le prolonger. On a des jeunes, même si ça peut être intéressant au niveau des listes UEFA. Donc ça, le club verra. Pour Kurzawa, Navas et Mbappé, bien sûr, l'important dans leur départ, c'est les économies de salaire que tu vas pouvoir faire. On va en parler. Le mercato qu'on souhaite vous montrer, il faut qu'il soit cohérent aussi. Pour Mbappé, on parle de 72 millions d'euros annuels. Avec la fiscalité française, ça fait encore un peu plus que le PSG dégage. On parle des primes à la signature qu'il avait chaque année. Donc, grosso modo, le PSG va récupérer, on va dire, entre 150 et 200 millions d'euros annuels qu'il dépensait uniquement pour Kylian Mbappé. Donc, c'est assez stratosphérique. Donc, Keylor Navas, c'est aussi un salaire énorme. On parle de quasiment 10 millions d'euros. Kurzawa, c'est aussi un gros salaire. Je crois que c'est à peu près 7 millions d'euros annuels, quelque chose comme ça. Rico, c'est toujours ça d'économiser, même si le Tellier et Mbappé Junior, à mon avis, c'était pas non plus les salaires imposants, mais on va dire que la famille Mbappé, autant tout couper, voilà, autant tout couper, totalement tout un nouveau cycle. Voilà, et Enrique, d'après les dernières informations, ne voulait pas de Ethan, donc tant mieux. Au niveau des joueurs, ils sont déjà présents dans l'effectif ou qui ont été prêtés. Ekitike, ça y est, c'est officiel. Et il part pour l'Eintracht Francfort, un transfert de 16,5 millions d'euros. Donc 20 millions en tout, avec le prêt payant de 3,5. Là, on est déjà facilement entre 220 millions peut-être d'économisés par an. Si en plus on rajoute le salaire de Bernat, qui comme celui de Navas est extrêmement conséquent, voilà, vous voyez, c'est le type de joueur dont on parlait. Si on le vend, même au rabais, même si tu le vends 1-2 millions, on s'en fout. En fait, il faut vraiment économiser le salaire. Pour Renato Sanchez, Carlos Soler, ça va être globalement la même chose. Cherendor, c'est un transfert d'agent. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de le garder. Il était en prêt à Braga, il joue, mais c'est pas un prêt qui est non plus hyper concluant. Peut-être qu'il deviendra super fort dans 5 ans et me donnera tort, mais honnêtement, je crois pas trop. Ensuite, pour Mukele, donc là, c'est vraiment purement parce que c'est une décision d'Enrique qui ne souhaite pas le garder aujourd'hui. On va pas s'encombrer d'un joueur que Luis Enrique ne veut pas. Autant le faire sortir, puis comme on va y venir avec Danilo Pereira, sa polyvalence aujourd'hui n'est plus forcément un atout parce qu'on a 6 défenseurs centraux professionnels, sans compter les jeunes, sans compter les potentiels recrues. En latéral droit, on peut trouver un meilleur backup à Hakimi.
et même un concurrent, je pense, potentiel à Hakimi. On vous en parlera juste après. Il reste Carlos Soler, même pas appelé pour être un backup dans les matchs importants cette saison, alors qu'on a pourtant décrié notre manque de qualité au milieu de terrain, le manque de joueurs. Le club espagnol, il te le prendra peut-être pour entre 5 et 10 millions, d'évacuer un autre salaire. Voilà, le but là, c'est vraiment de désengorger la masse salariale. On finit par Danilo Pereira, donc comme j'expliquais, 6 défenseurs centraux professionnels au PSG, c'est beaucoup trop. 3 défenseurs centraux gauchers, Lucas Hernandez, Lucas Beraldo, Presnel Kimpembe, 3 droitiers, Marquinhos, Skriniar et Danilo Pereira. Aujourd'hui, Danilo Pereira, c'est juste par élimination qu'on le sort. Pourquoi? Parce que c'est le plus vieux, parce que l'année prochaine son contrat termine, parce que cette année c'est pas non plus sa meilleure saison avec le PSG, même si c'est un défenseur assez fiable, hein. C'est loin d'être notre moins bon défenseur, je pense. Mais voilà, par élimination, on va le sortir parce que faire partir Lucas Hernandez alors qu'il vient de se blesser, c'est moralement assez compliqué. Presnel Kimpembe, c'est la même chose. Beraldo, il a l'avenir devant lui. Marquinhos stop sur la fin de saison, donc pour l'instant, on ne voit pas de raison de l'enlever. Et Skriniar, il vient tout juste d'arriver. Il a eu quelques complications, notamment une grosse blessure. Il donne pas du tout satisfaction pour l'instant, mais ça reste un défenseur central d'expérience qui vient tout juste d'arriver et qui va vouloir le reprendre aujourd'hui pour une somme assez conséquente. Je pense pas grand monde. Autant garder. Donc autant le garder. Et puis bon, malgré tout, ça reste de l'expérience. Un défenseur central qui est bon dans le jeu aérien, dans le duel physique, ce que t'as pas trop aujourd'hui comme mode profil. On estime qu'il y a besoin d'une recrue dans ce secteur. Et là, la transition elle est toute trouvée. On va passer directement à l'effectif. Plutôt que vous présenter les recrues une par une, on va directement faire une revue d'effectifs en incorporant directement nos nouvelles recrues. On tenait aussi à rajouter, parce on l'avait un peu oublié, il était un peu sorti des radars. Paulin Dagba, vendre aussi, on n'en tirera pas grand chose, ses prêts n'ont pas été hyper concluants. Et il faut désengorger l'effectif, il y a beaucoup trop de joueurs. Là, vous voyez, on parle de 14 départs hein, quand même. Mais parce que vraiment, l'effectif est hyper rempli. Et si tu veux régénérer plutôt cet effectif à ramener des recrues, il faut des départs. Donc Dagba, on décide de l'enlever. Ouais. Voilà. Et on passe tout de suite à notre effectif, le côté défensif pour l'instant. Du point de vue des gardiens de but, c'est assez logique en fait. On garde Donnarumma, gardien jeune, prometteur, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher. Il a quand même fait une bonne saison si on regarde la campagne en Ligue 1. En Ligue des Champions, qui est assez discutable, mais c'est un gardien qui est encore jeune, qui a des axes d'amélioration. Et aujourd'hui, les bons gardiens aussi coûtent très cher. Et honnêtement, il n'y a pas d'argent à dépenser pour ce poste aujourd'hui. Sachant que tu as un gardien comme Donnarumma, il n'y a pas de club qui va venir et te proposer une offre de 70 millions. Donc aujourd'hui, ça ne sert à rien de changer. On donne la chance à Tenas, qui a plutôt bien dépanné quand il était là, quand il a dû jouer cette année, qui est bon dans le jeu au pied, donc il peut être intéressant, un bon profil. Et voilà, on a laissé 2 jeunes du centre de formation, Mouquet et Lucas Lavalée, en grande partie pour les quotas, que ce soit UEFA ou de championnat hein, aussi en Ligue 1, parce que c'est quelque chose qu'on doit réfléchir chaque année. C'est tellement horrible de dire que tu gardes quelqu'un pour les quotas, mais malheureusement. Oui, mais voilà, au moins en 3e gardien, il vaut mieux y avoir un jeune qu'un ancien qui va pas t'apporter au final grand chose. On parle d'un 3e gardien. Au niveau de la défense, donc vous voyez pas encore nos recrues, mais vous voyez déjà, il y a 3 joueurs. On vous spoil pas, mais on est allé chercher des joueurs intéressants. On va faire dans l'ordre à droite. On a Achraf Hakimi pour l'instant qui se présente et Zagué. Zagué, il joue à droite. Ouais, Zagué qui joue grosso modo latéral droit, défenseur central aussi. Il a joué quand il a joué avec les pros, il a joué défenseur central, mais principalement latéral droit. Alors bien évidemment ici Achraf Hakimi part titulaire, mais ce qui va être intéressant c'est que pour nous et même avant même ça va s'appliquer pour tout l'effectif. En fait, cet effectif-là, on a beau aimer certains joueurs, il faut que tous soient mis dans un cadre de concurrence pour performer. C'est selon moi, ce dont je suis sûr, et des joueurs comme Hakimi ou même Nuno Mendes qu'on va voir tout à l'heure, ont beaucoup trop été habitués à un cadre où ils étaient les titulaires numéro 1. Nuno Mendes, ça s'est un peu atténué avec l'arrivée de Hernandez cette saison, il avait connu une longue blessure, donc voilà. Mais dans le cadre de Hakimi, la concurrence de Mukele n'était tellement pas dangereuse, c'est des joueurs qui doivent sortir en concurrence pour être beaucoup plus performants. Pour être performants et puis aussi et surtout pour pouvoir se reposer parce que c'est des joueurs qui aujourd'hui jouent tous les matchs, tous les gros matchs. Nuno Mendes, on ne pouvait pas se permettre de le mettre sur le banc parce que tout simplement, tu n'avais personne. On veut leur mettre des joueurs dans les pattes, pas des concurrents directs. C'est là où je tiens à mettre la nuance.
des joueurs qui soit peuvent devenir des titulaires dans le futur, donc des bons profils, des bons prospects, soit des joueurs qui ont déjà un peu d'expérience, qui sont déjà un peu installés, qui ont un certain niveau et dont on sait qu'en backup, ils vont être intéressants. On voudrait un peu spoiler les recrues au poste, mais c'était évident. Donc latéral gauche et latéral droit absolument à trouver, et un défenseur central, parce que quand on certes avec nous, on parlait tout à l'heure du fait de faire partir Daniel parce qu'il y avait beaucoup de défenseurs centraux, mais c'est pas pourquoi il y en a beaucoup qui avaient forcément de la qualité. Il faut qu'on renforce à ce poste-là. Et donc comme vous pouvez le voir, on a Kimpembe qui est plus là à titre honorifique pour l'instant parce qu'il ne peut pas jouer. Marquinhos Hernandez, logiquement, ça va être la charnière titulaire de base, ça y a aucun, enfin, on l'a vu cette saison. Sauf au début de saison, parce qu'on sait que Lucas Hernandez ne sera pas là au début de saison, sûrement jusqu'à l'année 2025. Donc, bon, au début de saison, peut-être que Beraldo sera titulaire, ou peut-être la recrue, peut-être. Je pense qu'on peut parler vite fait de Zagué. Zagué, grosso modo, on l'a pas mis dans les prêts, il a un profil intéressant aussi pour les quotas, il est important. Et voilà, lui et Gadou sont des joueurs qui pourraient rentrer dans une rotation, notamment s'il y a des blessés ou quoi. En défense, c'est vraiment des profils qui pouvaient être intéressants. Gadou, on a préféré le faire partir en prêt du point de vue du nombre de défenseurs centraux stratosphériques qu'on a. Mais voilà, Zagué, il peut être intéressant. On peut le faire jouer un peu partout. Et donc, bon, on s'est dit que lui, on préférait le garder. On va passer au latéral droit. Latéral droit, exactement. Donc, on a choisi pour le poste latéral droit en backup, Thiago Santos. Thiago Santos, pourquoi? Parce que quand tu regardes sur le marché aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de latéral droit qui sont intéressants, soit jeunes et qui peuvent devenir assez forts, comme Thiago Santos, soit déjà placés. Et là, on va parler notamment par exemple de Frimpong. Ouais, c'est honnêtement petite parenthèse par rapport à ça, mais moi, je faisais partie de ceux que Hakimi a beaucoup déçu cette saison. Et je parle même pas que de la fin de saison, mais même avant. Et pour moi, là, on s'est beaucoup décidé en off, on a dû se décider. Et moi, j'étais vraiment partant pour faire venir un Frimpong et faire partir, quitte à faire partir Hakimi ou alors qu'il semble grandement en danger. Mais ça paraît assez compliqué cette année de faire partir Hakimi. Surtout que si Frimpong, parce que dans un autre club et que toi tu fais partir Hakimi, t'es totalement perdant. Donc. Voilà, c'est ça. Donc je pense que si jamais il y a des parts d'Hakimi, ce sera peut-être l'année prochaine. Il sera à un an de la fin de son contrat. Bon, voilà, pour l'instant, cette année, je pense pas que le Real soit prêt à mettre les sous, parce qu'ils vont sûrement prendre Davies, ils vont prendre Mbappé, ils vont avoir pas mal de gens sur lesquels ils vont regarder. Donc, à mon avis, Hakimi partira pas. Donc moi, j'étais d'avis de le garder. Et en prenant Thiago Santos, tu prends un joueur qui va pouvoir le mettre en difficulté et qui va pouvoir être potentiellement une solution plus que juste un backup. Voilà. C'est une véritable révélation cette saison en Ligue 1. Voilà. Et ça va permettre à Hakimi aussi de souffler parce que c'est un joueur qui joue beaucoup et physiquement, il est très très fort, on le sait. Mais au moins, là, il aura moins cette pression-là de jouer tout le temps, d'être seul à son poste. Si jamais Hakimi part, parce que je pense pas qu'il va rester toute sa carrière à Paris, bah au moins derrière, tu auras un backup qui se sera acclimaté, qui aura peut-être même déjà pris la place de titulaire. Hein. On connaît Enrique, si jamais Santos est meilleur, il jouera. Donc voilà, on ne sait jamais. Le second latéral qu'on a choisi, alors il y avait plusieurs choix, on va peut-être évoquer les autres options en premier. On a pensé à José Gaya de Valence, qui coûte pas énormément cher, qui serait une vraie solution de backup, valorisé à 30 millions sur Transfermarkt, c'est un peu beaucoup. Et on a privilégié quelqu'un qui a plus d'expérience du haut niveau à ce poste, dans ce même rôle. Et qui a dans le même rôle de backup. Dans le même rôle de backup. Et qui a déjà prouvé pas mal en première ligue, notamment parce que son compère Andrew Robertson a souvent été blessé. Et oui, on parle de Konstantinos Tsimikas. Ça va pas coûter trop cher non plus. Et quand tu vois le marché des latéraux gauche aujourd'hui, c'est assez compliqué de trouver. Il y a vraiment Davies, Nuno Mendes, Di Marco et j'en oublie un aussi à 60 millions. Alejandro Balde. Il y a que des joueurs qui sont titulaires, qui coûtent super cher. Donc ça sert à rien. Autant aller chercher un joueur avec pas mal d'expérience. Donc là, on parle de 27 ans pour Tsimikas, 28 si ça avait été Gaya. Mais dans l'idée, c'est le profil qu'on veut chercher. Surtout que un changement de cycle, pas vraiment parce qu'Arne Slot ça a été pris dans le. Enfin, t'as un changement d'entraîneur, pardon. Pourquoi pas en profiter? C'est peut-être un joueur qui aura envie de voir ailleurs aussi. Ça fait assez longtemps qu'il est à Liverpool. Donc voilà. Et si jamais Tsimikas c'est pas jouable, on aimerait bien un latéral du même profil, un peu plus âgé, qu'on va pas forcément donner un très gros salaire, mais qu'on sait qu'il va pouvoir nous rendre des services. Comme par exemple le Bayern est allé chercher Guerreiro, grosso modo la même chose.
On a vu par exemple, il y a des Alex Moreno à Aston Villa qui peut être intéressant, il ne coûte pas trop cher. Angelino, par exemple, pourquoi pas, même si aujourd'hui c'est beaucoup moins fort qu'à l'époque. Mais dans l'idée, c'est ce type de latéral-là qu'on veut en backup de Nuno Mendes. Fini par le défenseur central, la recrue en défense centrale. C'est pas nécessairement une grande surprise. On n'a pas fait original. On n'a pas fait hyper original. Même si il y a eu des discords. Ouais, il y a eu. Dans la rédaction de Dynamite Sport, il y a eu un débat. Il y a encore eu un débat. Le défenseur qu'on a choisi, Leny Yoro, évidemment, compère de Thiago Santos à Lille. Non, pour moi, tu es obligé au moins de t'intéresser. Fait une bête de saison à Lille. Défensivement, c'est solide. Dans toutes les stats, il est hyper élevé. Donc c'est un joueur hyper intéressant. Et puis surtout, on s'est dit que ce secteur devait être amélioré par rapport à ce qu'on a vu cette saison. Ouais. Pour l'améliorer, tu peux pas aller chercher un latéral gauche meilleur que Nuno Mendes aujourd'hui. Ça coûte beaucoup trop cher. Et il n'y en a pas beaucoup. Tu peux pas aller chercher un latéral droit meilleur qu'Hakimi. Ça coûte beaucoup trop cher. Et il n'y en a pas beaucoup. Et par contre, en défense, tu peux aller chercher un top prospect. Peut-être pas un top défenseur. Parce qu'aujourd'hui, les top défenseurs dans la force de l'âge, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont tous déjà placés. Très compliqué à faire sortir. Par contre, tu peux aller chercher un top prospect qui va t'apporter une vraie concurrence. Et on avait deux profils en tête. Ouais, que j'aurais... Leny Yoro, du coup. J'aime beaucoup Yoro, mais l'autre profil, moi, auquel j'avais pensé et qui aurait été tout autant intéressant, un peu plus âgé, Ibou Kamara. Ibou Konaté. Ibrahima Konaté. Ibrahima Konaté de Liverpool. Aujourd'hui, si on devait prendre un défenseur pour qu'il soit tout de suite très fiable et très fort, bien sûr que je préfère prendre Konaté. Aujourd'hui, il a un niveau, notamment la Coupe du Monde 2022, il a montré des choses. En Première Ligue, il montre des choses. En Ligue des Champions, avec Liverpool, il a montré des choses. Mais voilà, aujourd'hui, moi, ce qui me freine beaucoup, c'est les blessures. Leny Yoro est plus jeune, 18 ans, plus grande marge de progression aussi, du coup, parce que franchement, aujourd'hui, la saison qu'il fait, elle est pas mal, alors qu'un Ibrahima Konaté a déjà 24 ans. J'ai fait un peu le forcing pour privilégier Leny Yoro. Maintenant, les deux options sont super, et moi, je trouve Ibrahima Konaté super fort, et aussi, il faut se dire, c'est pas le même prix. Si tu vas chercher Konaté à Liverpool, il faut leur envoyer sans patate, sûrement. Envoyer un très gros chèque, je pense. Alors que Yoro, t'en auras pour moins cher. T'en auras pour cher, mais t'en auras pour moins cher. Pour montrer la cohérence qu'on cherche à mettre dans le mercato, pour la défense, je pense qu'on part sur approximativement environ 120 millions d'euros. Parce que Leny Yoro, je pense qu'on est aux alentours des 60. Beaucoup disent 50, mais je pense qu'on est beaucoup plus à 60. Que Thiago Santos, on est entre 30 et 40, grosso modo. Et Tsimikas, on est entre 20 et 30. Ouais, et déjà, ce qui peut vous rassurer, c'est le secteur de jeu où on a décrit le plus d'argent. Voilà, déjà. Ça c'est pour vous donner une idée. Donc pour les milieux de terrain, comme vous le voyez, on a pensé à deux recrues principales. Peut-être que ça va décevoir certains, peut-être qu'on s'attendait à plus dans ce secteur, mais aujourd'hui on pense qu'il y a quand même un certain nombre de joueurs et qui peuvent être vraiment intéressants. Donc on a préféré privilégier la jeunesse déjà présente et juste améliorer sur des postes clés qui doivent être améliorés. Donc comme vous pouvez le voir déjà, on n'a pas fait partir ni Ugarte, ni Fabian Ruiz, ni Kang-in Lee, ni Aymen Karim notamment. Pourquoi? Parce que Fabian Ruiz, d'après les dernières nouvelles, Luis Enrique souhaiterait le conserver. Lui et son staff l'aiment bien. Moi, je pense qu'il ne doit pas être titulaire et de toute façon, vous verrez dans notre compo à la fin. Dans la rotation de l'effectif, ça peut être un joueur qui peut être utile. Ugarte, sa première année, il a très bien commencé. Après, c'est un peu plus compliqué. On lui laisse sa chance. Mais il sera en concurrence directe avec Gabriel Moscardo pour le poste de backup. Parce que c'est même pas pour un poste de titulaire. Hein, pour le poste de backup de notre GOAT de cette saison. Peut-être le meilleur joueur parisien cette saison. Vitinha. Donc voilà. Moscardo est très jeune. Brésilien. On attend de voir ce que donne Moscardo, ce que donne Ugarte. Mais pour moi, ils doivent être le backup de Vitinha qui peut lui permettre aussi de souffler parce que pareil, c'est un joueur qui a énormément joué cette année. Et surtout, ce qu'on confirme au-delà de ça, c'est qu'on veut installer vraiment Vitinha à ce poste de numéro 6. On a pu avoir le questionnement de prendre un vrai 6 pour mettre un 8, sauf qu'au final, tu te rends compte que des 6, ça coûte assez cher. On aurait pu en avoir quand même. T'avais Guimarães, t'avais Sangaré, mais... Sangaré, de ce qu'on comprend des dernières nouvelles, Luis Enrique n'en veut pas. Guimarães, des dernières nouvelles, c'était KO du côté du PSG. Et Vitinha qui vient de pondre une saison banger. Je pense que ça joue beaucoup dans le fait que le PSG a arrêté de suivre Guimarães.
Parce que je pense que les deux auraient été complémentaires. Si Vitinha jouait plus haut, Guimarães derrière, ils pouvaient interchanger aussi. Je pense que ça coûte très cher, alors qu'au final, tu as déjà un joueur de top qualité à ce niveau-là. Donc voilà, nous on a privilégié plutôt au-dessus la créativité, comme vous allez voir après, parce que malheureusement, on manque un peu dans ce secteur-là. Pas qu'un peu même. Donc voilà. On a gardé Lee Kang-in, pareil, parce que techniquement, c'est un très bon joueur, que Luis Enrique veut le garder, l'a apprécié. C'est lui qui l'a voulu de Majorque. Voilà. Il a une certaine qualité de centre, dans certains matchs, il peut être intéressant. Voilà, que ce soit en milieu central droit ou plus ailier droit, c'est un joueur qui va pouvoir ramener quelque chose. Bien sûr, on a gardé Warren Zaïre-Emery. Ouais, parce que... Bien sûr. On a gardé Kari et je tiens vraiment à apprécier sur lui par rapport à son niveau intrinsèque. Parce que c'est quelqu'un de très technique, de grand, athlétique, qui va pouvoir t'apporter quelque chose dans la projection avec le ballon. Beaucoup d'observateurs disent qu'à l'époque, au centre de formation, il y avait Kari et après, il y avait Zaïre-Emery. Donc, ça veut quand même dire quelque chose. Kari, c'est quand même un bon joueur. À Lorient, on l'a vu même quand il a joué contre nous ou dans certains matchs, il a vraiment quelque chose. Je me dis que tout simplement, il peut totalement être le backup d'un de nos milieu central gauche ou milieu central droit. Peut-être le backup du backup, mais en tout cas, il aura des minutes à jouer, c'est sûr. Peut-être même plus qu'un Kang-in Lee ou qu'un Fabien Ruiz ou qu'un Ugarte. Okay. On a mis, bien sûr, Xavi Simons. Alors, il est considéré comme un milieu de terrain, donc sur le site. Moi, je remarque que depuis le PSV, quand même, il joue beaucoup ailier gauche. On s'est dit que sur le côté gauche, on allait peut-être avoir d'autres joueurs. Ouais. Et il sera en balance, notamment avec Barcola, que vous connaissez bien, potentiellement pour jouer ailier gauche, mais aussi et surtout pour ce milieu un peu plus créateur, milieu central gauche, à la place aujourd'hui de Fabien Ruiz. Dans le demi-espace gauche, il s'en sort très très bien. Techniquement, c'est un super joueur avec qui tu peux combiner. Il a une bonne frappe de loin. Il est capable d'apporter par le dribble, la percussion, les passes. Et donc, du coup, c'est un poste où on se dit qu'il va être intéressant. Pour l'instant, le milieu de terrain manque de taille. Avec la recrue titulaire qu'on va ajouter après, on n'en rajoutera pas forcément. Mais techniquement, ce sera d'un tout autre niveau. Donc voilà, c'est ce qu'on espère, en tout cas, avec Xavi Simons. Qu'on a deux recrues. On commence par le gros nom. Bah, en fait, le gros nom, c'est le plus évident. Donc, on va peut-être commencer par lui. Une clause libératoire à 58 millions qui vient d'un pays magnifique. Je vous laisse deviner. Il joue dans peut-être la meilleure équipe d'Europe avec le Real Madrid. Bien sûr. Manchester United. On parle bannez-le. On parle bien évidemment de Bernardo Silva, titulaire à Manchester City, joueur exceptionnel. On bandait déjà sur lui il y a un an, si je vois pour le terme. On parle du manque de taille et tout ça, mais en termes de créativité, c'est un autre niveau. On a un gain énorme par rapport à ce qui était proposé avant. Et l'arrivée de Bernardo Silva, on va voir, même avec Simon, c'est la prochaine recrue, va vraiment permettre d'installer Vitinha dans le rôle de numéro 6. Et donc, en fait, on va avoir un milieu. Et dans ce rôle-là, il sera beaucoup plus épaulé que ce qu'il n'est actuellement. Voilà, grâce à Bernardo Silva et grâce à Xavi Simons à gauche, pour l'instant, qu'on pense comme nos titulaires. Et malheureusement, la dernière recrue, en tout cas, nous, on ne la prendrait pas forcément en tant que titulaire, mais elle a tout pour s'imposer dans les années à venir. C'est un joueur qui évolue dans notre championnat, dans le championnat de France, dans une équipe qui ne fait pas une si bonne saison que ça. Qui joue en rouge, mais qui n'est pas Lille. Ouais. Pour une fois, on n'a pas pioché chez Lille. Du coup, on parle du Stade Rennais et donc on parle de Désiré Doué. Un milieu de terrain sur le papier, mais comme pour Silva ou Simons, très fort dans le demi-espace, que ce soit gauche ou droit. Et lui, il peut jouer à limite à tous les postes offensifs. Il peut être un milieu de terrain en 8, un ailier. Et je crois que je vais peut-être dire des conneries, mais j'avais peut-être vu en tant que faux neuf, mais je crois que c'est surtout ailier et en tout cas au milieu de terrain. Donc très fort sur les demi-espace et côté. Très bonne qualité de dribble, de percussion, de passe. Franchement, c'est un joueur qui est assez intelligent, qui rappelle grandement Neymar dans sa façon de se mouvoir. Toute proportion gardée, bien sûr. C'est pas Neymar, mais voilà. C'est un joueur qui va être hyper intéressant, qui va être à la fois un backup pour l'ailier gauche, donc pour Barcola, à la fois un backup pour Xavi Simons dans ce poste de milieu de terrain un peu plus créatif. Et surtout, c'est un joueur français qui évolue dans ton championnat que tu ne dois pas louper. Comme tu as déjà loupé Kamavinga, comme tu en as loupé plein d'autres. Aujourd'hui, Matisse, voilà. Aujourd'hui, il ne faut pas le louper. C'est un joueur qui veut venir à Paris. Il coûterait aux alentours de 50 millions. Donc pareil, avec Bernardo Silva, on va être aux alentours de 100 millions dépensés. Un petit peu plus ou un petit peu moins en fonction du prix de Désiré Doué. Franchement, c'est un joueur à pas louper.
qui va vraiment t'apporter tout de suite et dans le futur surtout. Si Ugarte confirme pas et si Kanginli confirme pas, dans 2 ans, tu as tout ton milieu sans avoir besoin de recruter. Tu vas garder Vitinha, tu vas garder Zaire Emery, tu vas garder Moscardo, si jamais il confirme. Tu vas garder Simons, Kari, Bernardo Silva, Désiré Doué. Tu auras 7 milieux de terrain pour 3 postes qui auront, pour les plus jeunes, plus d'années d'expérience, acclimatés dans l'équipe et qui ont un plafond de verre hyper élevé. Donc, du coup, tu te dis que c'est pas mal. On va dire que pour l'instant, tu gardes Ruiz Ugarte et Kanginli, mais si les 3 viennent à partir dans les années qui suivent, là, tu auras de la qualité à tous les postes du milieu de terrain et franchement, tout le monde pourra jouer. Ce sera de toute façon, l'équipe de Enrique, on s'attend pas, certes il y a une élimination, une désillusion, mais on ne s'attend pas à avoir une équipe complète en un mercato. Oui. Au moins 2-3 mercatos pour que Enrique ait une équipe qui lui ressemble. Donc, mais déjà avec ça, tu améliores grandement, je trouve, la qualité du milieu de terrain, techniquement. Et globalement, si on revient par rapport au niveau des dépenses, on avait dit que Bernardo Silva et Désiré Doué, tu en as pour environ 58 millions et environ 50 millions, donc on va dire 110 millions, plus les 120 millions de tout à l'heure. Donc on revient à peu près à 240 millions, qui correspond à peu près à la somme que tu vas économiser chaque année au niveau des départs. Bien sûr, on voit déjà venir en commentaire, bien sûr c'est approximatif, bien sûr que quand tu économises ces sommes-là, tu économises aussi des salaires, et donc du coup tout va dépendre des salaires des joueurs que tu vas prendre. Mais là je considère que hormis Bernardo Silva dans nos recrues, je vois pas de joueur qui va avoir un salaire hyper conséquent. Voilà. Normalement le salaire d'Mbappé à lui tout seul va servir à payer le salaire de toutes les recrues de notre mercato. Voilà. Si on a une bonne direction. Mais... Oui, après, on sait que Campos, il aime bien lâcher le chèque. Mais bon, en tout cas, on se dit que juste son salaire va pouvoir économiser tout ça. Les transferts vont être un petit peu économisés. Et on sait que le PSG va avoir une bonne enveloppe aussi cette année. Donc, c'est pour ça qu'on se permet autant. Mais on ne veut pas aller non plus trop loin. Mais du coup, par rapport au nom qu'on a gardé, il y a Ramos, Dembélé, Asensio, Kolo Muani, Barcola. C'est des noms, je comprends qu'on ne soit pas tous d'accord avec. On va expliquer pourquoi. Déjà, Ramos, Dembélé, Barcola, je pense que c'est évident, les 3, on les garde. Enfin, parce que Dembélé, sur sa saison globale, même si contre Dortmund, il avait un peu trop bu avant le match, grosso modo, Dembélé, sur sa saison, il est stratosphérique. Et même s'il manque un petit peu de buts, ça reste un joueur qui crée énormément de différences et t'as pas son pareil aujourd'hui dans l'effectif, même si Barcola est capable de créer des différences. Donc bon, Dembélé c'est évident. Barcola, il fait une bonne première saison pleine en pro. Il a tout pour s'améliorer. Il sera titulaire, je pense, sur le couloir gauche, vu qu'Mbappé sera plus là. Et il aura un 9 dans la surface, sur qui centrer, sur qui s'appuyer. Et du coup, potentiellement, ça va aussi lui l'aider parce que ce 9, ce sera sûrement Gonzalo Ramos. Et Gonzalo Ramos qui fait une très bonne année 2024. Il a loupé quelque chose à Dortmund, quelques grosses occasions. Malheureusement, ces occasions-là, il se laissait provoquer. Il était présent au bon endroit et moi, c'est ça que je retiens. C'est ce 9 que tu as besoin dans ta surface quand tu as des joueurs dynamiteurs sur le côté comme Dembélé, comme Barcola, comme tu as des créateurs au milieu comme Xavi Simons, comme Bernardo Silva. C'est ce genre de joueur que tu as besoin. Ramos, faut lui laisser sa chance, au moins un an. Et ensuite, on verra l'année prochaine. Tu auras peut-être qu'à ce poste-là à recruter. Si jamais Ramos, ça ne fonctionne pas et Kolo Muani non plus, tu auras peut-être qu'à aller chercher un 9. Voilà, un grand attaquant. Surtout quand tu vois les noms que tu as actuellement sur le marché. C'est compliqué, voilà. Ouais, avec le Carès, et ça monte tout de suite à 100 millions d'euros. Donc là, on passe presque à 350 millions d'euros de dépensés. On s'est dit que ça faisait un peu trop. On a préféré pas faire de recrue à ce niveau-là. On a gardé Asensio, non pas parce que c'est un ailier. Je sais que moi, Guy, en l'occurrence, pensait un petit peu plus ça. Je pense parce que surtout en termes de faux numéro 9, il peut apporter une solution différente de Gonzalo Ramos, Kolo Muani. On a gardé Kolo Muani par rapport à sa vitesse sur le côté, il peut être un backup des deux côtés, même si à gauche on va plus privilégier Simons ou Doué. On se dit qu'on peut avoir mieux quoi, comme backup. On peut avoir un backup qui soit un peu plus imposant, qui provoque un petit peu plus Dembélé. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'on ne ferait pas de recrue, mais on en a fait une seule, promis. Alors on a mis une recrue, mais c'est surtout un profil. Ouais. Voilà, parce qu'il y a deux joueurs qui sont dans la balance.
Moi, je pense plus pour un autre. Guy pense plus pour un autre. Et quoi qu'il arrive, ces deux joueurs sont intéressants, jeunes et très prometteurs. C'est dans ce profil-là qu'il faut aller chercher. C'est-à-dire que si c'est pas exactement eux, ce n'est pas grave. Ce joueur, c'est Yohan Bakayoko, qui est un joueur qui en Ligue des Champions aujourd'hui a fait ses preuves cette année. Un des joueurs qui a éliminé le plus d'adversaires par le dribble, qui a une bonne patte gauche pour centrer, qui peut tirer, qui a un bon profil, qui est suivi par le PSG depuis pas mal de temps. Donc on s'est penché sur lui parce que on a besoin de quelqu'un pour remplacer Dembélé, et notamment quand Dembélé sort, tu as besoin d'un dynamiteur. Et tu n'en avais pas jusqu'alors sur le banc. Ton dynamiteur, c'était Kolo Muani, et le seul truc qui dynamitait, c'était les tribunes. Ou Dynamic Sport qui t'est abonné à la chaîne. Donc du coup, on avait besoin de ce profil-là. Et moi, je pensais aussi à Ernest Noama de Lyon, que je trouvais hyper intéressant quand il jouait contre Paris. C'est pas le joueur le plus intelligent du secteur, on va pas se mentir. C'est vraiment ça ma limite, c'est pour ça que je préfère. Mais comme pouvait l'être par exemple un Doku, qui arrive à City et qui au final est très performant. Donc voilà, un des deux que je trouve intéressant, qui coûtera à peu près le même prix, aux alentours de 40 millions je pense, max 50. Donc on devrait monter grosso modo aux alentours de 300 millions d'euros, un peu moins normalement. Sur le mercato, c'est le profil que tu as besoin. Et là, vous allez nous dire, oui, mais l'attaque, on a besoin de l'améliorer parce qu'on a perdu Mbappé. Et vous avez raison. Cependant, aujourd'hui, si tu vas chercher un top joueur devant, déjà, tu vas payer au moins 100 millions d'euros. Ou quoi. Et après, le moins cher, c'est Gyökeres. Et les gens vont dire, oui, mais pourquoi vous avez pris un milieu doué ou quoi alors qu'on n'en a pas besoin? Malheureusement, tu n'as plus besoin aujourd'hui de construire ton milieu de terrain qui a été une vraie faillite pendant ta campagne de Ligue des Champions. Et puis techniquement, il t'apporte quelque chose. C'est que même s'il joue ailier gauche, il a une qualité technique qui va t'apporter quelque chose bien différente d'un Kolo Muani et bien plus percutante qu'un Asensio ou qu'un Kangin. Donc voilà. Mais grosso modo, oui, l'attaque doit être améliorée. Bien sûr, tu ne remplaces pas Mbappé comme ça, notamment en termes de stats. Cependant, on compte sur le collectif principalement. On compte sur Gonzalo Ramos. Si tu veux aller chercher une star, aujourd'hui, ça coûte trop cher. Gyökeres 100 millions, est-ce que tu vas aller mettre 100 millions sur Gyökeres alors que tu as Gonzalo Ramos et Kolo Muani sur lesquels tu as mis 190? Est-ce que tu vas aller mettre 130 sur Osimhen, qui est régulièrement blessé, qui est un très bon attaquant, bien sûr, et un attaquant de pressing, de collectif, mais qui a connu pas mal de blessures et qui va te coûter 110, 130 millions d'euros, alors que tu as Ramos, Kolo Muani? Est-ce que tu vas mettre 170 sur Kvaratskhelia alors que tu as Barcola et que du coup tu vas totalement bloquer sa progression parce que ça c'est un titulaire en puissance, Kvaratskhelia? Et en plus au-delà de ça, même si je l'ai dit au début de vidéo, donc ça pourrait être contradictoire, le but c'est de les mettre en concurrence et de les bouger, mais tu as déjà Désiré Doué dans notre mercato idéal pour Xavi Simons, pour Barcola, donc pourquoi ramener un attaquant en plus? Si tu veux avoir une meilleure équipe que quand tu avais Mbappé, il faut juste avoir une qualité collective global meilleur. Et puis, si tu bloques tes joueurs comme Barcola qui sont performants, qui ont un bon profil, à quoi ça sert, honnêtement? Donc, on a préféré partir sur ça. Et au pire, comme on disait, si l'année prochaine, ça ne convainc pas du tout dans l'axe, Gonzalo Ramos, Kolo Muani, on pourra voir pour leur trouver une belle porte de sortie en Arabie Saoudite. Et on ira chercher un top attaquant, peut-être un attaquant qui pourra percer aussi sur cette année, ou un autre type d'attaquant qu'on aura besoin, mais pour l'instant, je pense pas que ce soit nécessaire. On va vous montrer la compo juste après, et pendant la compo, on va vous montrer tous les postes sont doublés, voire triplés, avec des vraies concurrences. Et ça, c'est quelque chose que cette année, tu avais un petit peu plus, mais que les années précédentes, tu n'avais pas du tout. Et surtout, on a augmenté la qualité technique de l'effectif. On peut vous montrer directement notre compo aujourd'hui. Voici la compo Dynamite Sport pour le Paris Saint-Germain 2024-2025. Voilà la compo du coup, pas de surprise, c'est exactement ce qu'on vous a dit. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, c'est limite le même effectif qu'on a cette saison quand tu vois le 11 titulaire. On a juste enlevé Mbappé remplacé par Ramos, qu'on met titulaire. On a enlevé Fabien Ruiz remplacé par Xavi Simons et Zaïre Emery remplacé par Bernardo Silva. On s'entend, Zaïre Emery pourrait être totalement rentré en tant que titulaire dans cette équipe. On a privilégié la qualité technique. Avec la saison qu'il fait actuellement, il joue beaucoup trop aussi. Bien sûr, cette équipe, elle est amenée à changer régulièrement à quasiment chaque match. Hein, honnêtement, voilà, nous, c'est notre 11 type dans l'idée. Mais voilà, comme on peut le voir, Donnarumma dans les buts, comme on l'a expliqué tout à l'heure, la charnière Marquinhos-Hernandez. On sait qu'au début de la saison, Hernandez ne sera pas disponible. Donc, à voir si ce sera Beraldo ou Yoro. Ouais.
Dans notre idée. Yoro, c'est plus un droitier de base côté Marquinhos, mais c'est pas impossible que Yoro qui joue à gauche ou Marquinhos joue à gauche. Voilà, ça se fait. Hakimi, Nuno Mendes, bien sûr. Vitinha en 6, comme on vous l'expliquait. Bernardo Silva, Simons, Barcola, Ramos, Dembélé. Pour le milieu de terrain, vous allez nous dire ils sont trop petits. Vous avez raison, il manque de taille. Cependant, la qualité technique est tellement plus conséquente que le milieu qu'on avait. Et la taille, honnêtement, ça vaut pas la qualité technique aujourd'hui, même si c'est important. Il ne faut pas sous-estimer l'apport physique, le capital physique de ces trois joueurs. Bernardo Silva, c'est 15 km par match. Vitinha, c'est pareil. Xavi Simons, c'est pareil. Et puis, de toute façon, grâce à notre recrutement, ils ont tous des backups, tous des joueurs qui peuvent rentrer, améliorer. Si jamais eux, ils se sentent pas bien, par exemple, si Xavi Simons n'est pas dans un bon jour, tu fais rentrer Désiré Doué et tu as tout de suite ta solution de remplacement. Et tu as encore Fabien Ruiz. Et tu as encore Fabien Ruiz. Et tu as encore Enza Emery, Moscardo ou Ugarte. C'est une équipe qui est prometteuse sur le papier. Du coup, juste pour ressortir un petit peu ma petite anti-sèche, là, vous voyez que la compo, mais grosso modo, vous aurez Donnarumma, backup Arnaud Tenas. Lucas Hernandez, backup Beraldo et Kimpembe. Marquinhos, backup Yoro et Skriniar. Nuno Mendes, backup Tsimikas. Achraf Hakimi, backup Thiago Santos. Vitinha, backup Ugarte, Moscardo. Simons, backup Fabian Ruiz. Bernardo Silva, backup Warren Zaïre-Emery. Kangeli, qui peut jouer des deux côtés. Dembélé, backup Nouama, Bakayoko. On va dire Bakayoko, vu que c'est celui qu'on a mis, mais Bakayoko, Colomwani. Gonzalo Ramos, backup Asensio ou Colomwani. Barcola, backup Désiré Doué ou Colomwani, qui peut jouer de tous les côtés de l'attaque. Donc, comme vous pouvez le voir, chaque poste est doublé avec des joueurs à chaque fois utiles. Au moins un joueur utile, même sur les postes où il y a 3 joueurs, il y a toujours un joueur qui va être intéressant, qui va avoir un bon profil. Là, bien sûr, on tourne cette vidéo en mai 2024. On n'est pas encore en juillet, on n'est pas encore en août. La saison n'a pas encore commencé. Mais nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on veut voir. Enfin, on pense que le PSG doit se restructurer, plus miser sur la créativité du milieu de terrain, plus miser sur la technique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres profils qu'on doit viser? Est-ce qu'il y a plus important pour vous, par exemple, que le milieu de terrain et la défense? N'hésitez pas à nous dire. Ouais, on prend tout ce qui est avis constructif, donc pour ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que toi, quand tu vois cette équipe, tu vois une équipe qui est perturbée? Moi, je vois une équipe qui n'est pas perturbée. Voilà, n'hésitez pas à réagir. Et si vous n'êtes pas content, on va tripler. Abonnez-vous, likez la vidéo. Merci à vous. Plein de bisous et à la prochaine.